une sorte de réunion où les différents pays du monde se retrouvent afin de parler de la lutte contre le néocolonialisme. Près de 200 représentants de plus de 60 nations se sont retrouvés à Moscou pour discuter sur cette question, parmi lesquels plusieurs pays africains, à savoir le Zimbabwe, l'Afrique du Sud ou encore la République centrafricaine. Nous allons en parler dans cette émission, évidemment. Nous revenons sur les déclarations de ces différents pays africains à cette réunion au forum de lutte contre le néocolonialisme à Moscou. Pourquoi déjà une telle initiative par la Russie et maintenant pourquoi les pays africains y vont en rang dispersé et après avoir dénoncé, que fait-on? Voilà donc quelques interrogations que nous mettrons sur la table de cette émission Regard panafricain qui reçoit notre invité particulièrement dans cette édition, le docteur Dalvaris Ngoudjou. Il est économiste et géostratège. Merci à vous d'être là dans le cadre de cette émission. Bonsoir. Bonsoir madame et bonsoir aux téléspectateurs, aux téléauditeurs de Forio Média. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. On démarre les échanges juste après cette transition. Merci à tous de nous regarder sur nos différentes plateformes, For You Media Africa, sur Facebook et YouTube. Vous nous regardez également à travers vos petits écrans, mais aussi nous recevez à travers la 96.3 FM, For You Radio, pour ceux qui sont au Cameroun, à Douala et ses environs. Merci à tous car votre fidélité, elle nous honore. Docteur Dalvaris Ngoudjou, les pays africains, les pays d'Asie du Sud, les pays également d'Afrique, d'Amérique latine, les pays des Caraïbes, se retrouvent à Moscou pour discuter du néocolonialisme, mais surtout pour trouver des résolutions à la lutte contre celui-ci. Il s'agit certainement pour ces pays de sortir avec des solutions qui leur permettraient de se détacher complètement du néocolonialisme. Mais docteur Ngoudjou, peut-on dire aujourd'hui, c'est-à-dire de manière assez brute, que les pays africains sont prêts pour se détacher eux-mêmes de ce néocolonialisme? Premièrement, Madame de Goudet, peut-être souligner, comme vous l'avez bien ici dit dans vos propos liminaires, ce n'est pas un sommet pour l'Afrique, ce n'est pas un sommet sur le néocolonialisme concernant le continent africain. Vous avez bien fait de citer un certain nombre de nations. En réalité, vous avez dit près d'une soixantaine de pays, parmi lesquels des grands pays comme la Chine, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, etc. Et beaucoup de nations du Moyen-Orient qui, d'une manière ou d'une autre, ont été colonisées. N'oublions pas qu'il y a un certain nombre de nations. La Chine a été colonisée pendant longtemps, elle en a beaucoup souffert par les forces britanniques. C'est une des raisons pour lesquelles ils ont toujours, les Britanniques, jusqu'en 1997, avaient toujours une autorité sur Hong Kong. C'est qu'en 1997 qu'ils ont retrocédé Hong Kong à la Chine continentale. Et jusqu'à aujourd'hui, à côté de la Chine, nous avons, ou alors faisant partie de la Chine, nous avons Taïwan, qui en réalité est une partie de la Chine, mais qui est colonisée par les Américains, et une île sur laquelle les États-Unis exercent une pression sans précédent. Mais non loin de là, nous avons un pays comme le Japon, cela passe inaperçu, mais le Japon est colonisé par les États-Unis. Pourquoi? Parce que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire avant les indépendances, entre guillemets, sur le continent africain, les Américains entreposent des centaines de milliers de soldats sur le sol japonais, avec même un détachement nucléaire, ce qui fait que le gouvernement japonais est une colonie américaine est contrainte de s'aligner généralement sur les décisions prises par les États-Unis. Moi, je prends ces exemples juste pour montrer qu'en fait, l'agent principal, ce n'est pas qu'africain. En réalité, la plupart des pays du monde entier sont encore sous le joug colonial d'un certain nombre de puissances occidentales d'une manière ou d'une autre. C'est une des raisons pour laquelle il y a même plusieurs nations de l'OTAN qui vont être à Moscou.
Il y a 2 nations de l'OTAN qui vont être à Moscou, parce que malgré que vous êtes membre, même au sein, même en réalité, si vous regardez la plupart des nations de l'Union européenne, elles fonctionnent beaucoup plus comme les colonies américaines. Ça veut dire toutes les décisions qui sont prises à Washington, on court facilement à Bruxelles, à Paris, ou alors, je sais pas quoi, à Madrid, ou à Lisbonne pour implémenter cela. C'est le comportement typique des colonies. Donc, pour dire que peut-être que nous, en tant qu'Africains, la problématique nous interpelle un peu plus, parce qu'en réalité, même au niveau de la colonie, il y a un degré de soumission des colonies à la puissance coloniale. Et on a comme impression que sur le continent africain, c'est un peu plus intense, mais cela passe parfois aussi inaperçu qu'il y a encore des nations. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons eu ce qu'on appelait les indépendants factices. Mais il y a des nations de par le monde entier qui n'ont jamais connu l'indépendance. Tous ces pays, que ce soit Mayotte, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit la Martinique, que ce soit toutes ces nations dans le Pacifique ou dans l'océan Indien, qui obéissent encore à des puissances, notamment la France, l'Angleterre et tout le reste, en réalité, ce sont des nations qui sont sous colonie. Ce sont des nations qui sont sous colonie. Si vous prenez un pays comme Porto Rico a été envahi par les Américains les ont oubliés à être une colonie. Les portoricains ne votent pas. Ils sont une colonie américaine, mais ils ont à peu près le statut de citoyen américain, mais ils ne votent pas le président américain. En réalité, c'est une colonie américaine. Donc, vous dites qu'en fait, il y a un degré de néocolonialisme qui existe par le monde entier, et c'est pourquoi le thème retenu pour le forum de Moscou est particulièrement intéressant. C'est le sommet des partisans pour un monde plus ou moins multilatéral, parce que tout le monde a pu remarquer ces dernières années qu'on a comme impression qu'un certain nombre de puissance occidentale à la tête de laquelle on peut trouver les États-Unis veulent pratiquement tout imposer au reste du monde. Merci, Dr Ngudju. Alors, après avoir mentionné tout cela, ces différents pays du monde, on l'a donc dit, l'Amérique latine, l'Asie et puis les Caraïbes, sans oublier les pays africains, bien sûr, qui s'y retrouvent. On a essayé d'observer la première journée de ce forum. On a constaté que certains pays comme la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau ou encore le Zimbabwe ont pu s'exprimer, et dans leurs propos, on a constaté évidemment des dénonciations. Les dénonciations de cette économie qui reste sous le joug du néocolonialisme, les dénonciations de pillage, de raquettes, évidemment, dans leurs différentes nations. Mais l'interrogation principale reste, Dr Dalvarez Ngudju, est-ce que les nations africaines sont prêtes pour cette lutte contre le néocolonialisme que veut bien soutenir la Russie dans leur attitude sur place? En réalité, ça dépend, madame, beaucoup de la sémantique. Qu'est-ce qu'on met dans l'expression prêt? Est-ce que dans l'expression prêt, c'est une volonté politique? Parce qu'en réalité, vous savez, les décisions politiques sont précédées par la volonté politique. Comme on le dit trivialement, qui veut peut. Si vous ne voulez pas, vous ne pourrez pas. Maintenant, est-ce que la plupart des nations sur le continent africain veulent vraiment être indépendantes? Moi, je suis convaincu que oui. Toutes les nations veulent être indépendantes. Mais est-ce que toutes les nations sur le continent africain prennent des mesures, des dispositions pour être indépendantes? Moi, je peux dire que non. Pourquoi? Parce qu'on a comme impression qu'un certain nombre de nations, en réalité, leur pouvoir dépend beaucoup plus de l'extérieur, et ces nations sont prêtes à tout faire pour faire plaisir aux puissances extérieures, juste pour se maintenir au pouvoir. Pour cela, j'ai pu dénoncer à cela à peine quelques jours le cas du Cameroun. Comme vous l'avez vu par exemple au niveau de l'augmentation du coût du carburant, les coûts sont augmentés pas pour faire plaisir à la population camerounaise. En réalité, on préfère accueillir la population camerounaise parce qu'une puissance, il faut bien comprendre que sur la scène internationale, peut-être on va arriver sur ces aspects-là tout à l'heure. En réalité, le colon agit à travers les infrastructures. Le colon agit à travers des organismes qui lui permettent de toujours maintenir la colonie dans un niveau de paupérisation. Et parmi ces instruments, nous avons des institutions comme le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Et dans le cas d'espèce, je disais qu'en réalité, et comme l'autorité quand même bien fait souligner, c'est qu'en réalité, pour répondre aux injonctions du FMI, c'est important d'enlever les allocations ou alors les subventions au coût du carburant. En enlevant ces subventions-là,
ça rend la condition de vie extrêmement difficile. Je vois par exemple ici à la télévision, quand il y a au coût de l'électricité, il faut mettre le groupe qui tourne à longueur de journée à un coût de 830 francs, ça ne coûte pas les rues. Oui. D'acheter du carburant, de tourner ça. En réalité, on a des difficultés à fois nous parce qu'on nous fait plaisir au FMI, parce qu'en réalité, il y a un service de la dette, dans les intérêts de la dette qu'il faille bien payer au FMI, mais puisque les caisses sont vides, comment fait-on pour avoir cet argent? On préfère écraser la population, on prend cet argent pour verser au FMI, le FMI qui est contrôlé par ces puissances occidentales. Parce qu'il faut bien comprendre que dans le fonctionnement du FMI, dans la plupart des entreprises, selon les règles occidentales, on fait les actionnaires en pouvoir, c'est-à-dire vous avez un pouvoir pour la taille de vos actions. Mais le FMI et la Banque mondiale sont les seules infrastructures où c'est pas pour des actions. C'est-à-dire que les Américains ont le droit de veto. Ils peuvent décider de dire que non, vraiment, des groupes de MNF, on ne donne rien. Alors qu'en réalité, si les Américains ont par exemple besoin de pourquoi 25% des actions, si l'ensemble des autres nations ont 75% des actions, ça veut dire que si on va au vote au prorata, on pourra accorder un crédit de 77, pas de combien à Bégoudé, puisque la majorité ont voté pour elle. Mais la majorité peut voter pour vous, mais les Américains restent dans leur coin et disent que non, on ne veut pas. Alors qu'ils sont minoritaires. Oui. Vous voyez un peu, on a comme impression qu'on ne marche pas la tête là. Ça veut dire qu'on ne respecte même pas les règles du prorata, selon les règles du marché. Je veux seulement souligner qu'en fait, les institutions comme celle-là, en fait, sont les tentacules utilisés par les colonies, par les puissances coloniales pour maintenir ces nombre de nations en difficulté. Et c'est pourquoi beaucoup de nations se de par le monde entier, comme la Fédération de Russie ou comme l'Inde, en réalité ne collaborent que très peu, sinon pas du tout avec le FMI. Car là, ce n'est qu'un exemple qu'on peut prendre dans beaucoup de domaines. Je n'ai pas besoin de revenir par exemple sur l'OMS. On connaît l'impact que l'OMS a eu de manière négative dans beaucoup de nations. Si nous prenons que le cas du Covid, sur le continent africain, il y avait des solutions africaines pour pouvoir, il y avait du citron, le ginger, je ne sais pas quoi. Dans tous les cas, il y avait des solutions de nos mamans qui avaient du résultat, qui soignaient pratiquement. Mais on a pris des dispositions pour écarter tout cela, mais pour imposer les injections, les vaccins qui venaient d'ailleurs, alors que c'était pratiquement, c'est clairement établi que non seulement le vaccin, premièrement, le vaccin ne vous permet pas de prévenir, c'est-à-dire vous vacciner contre la Covid, mais vous pouvez encore être contaminé. Mais pire, c'est que même si vous êtes vacciné, vous pouvez encore contaminer d'autres personnes. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'utilité. Mais malgré cela, le FMI, je cite encore le FMI a prêté de l'argent à beaucoup de nations sur le continent africain. Au Cameroun, c'est autour de 187 milliards. Juste quand le FMI vous prête cet argent, elle dit que vous n'utiliserez cet argent que pour acheter le vaccin ou alors d'autres intrants qui rentrent dans le vaccin. C'est-à-dire que cet argent retourne encore chez eux, alors que nous avons les solutions africaines qui étaient là. Il fallait qu'ensuite, rien que cet aspect-là, on devient colonisé sur l'aspect médical. On a ce qu'on appelle, nous devenons une colonie sanitaire, c'est-à-dire que nous sommes influencés, nous sommes totalement inféodés au système de soins qui vient d'ailleurs, alors que sur le continent, nous en avons les nôtres. Merci, docteur Ngudjou. Alors, ces pays africains, selon vous, ont la volonté, vous parlez là des politiques ou alors des peuples africains? Très sincèrement, tous les peuples sur le continent africain ont la volonté, très sincèrement. Et maintenant, comme je l'ai dit un peu plus haut, il y a des politiques dont, je ne sais pas quoi, la pérennité de leur pouvoir dépend des accords incestueux qu'ils ont avec certains nombres de puissances occidentales ou certains nombres de puissances coloniales. Et dans très peu de cas, ils peuvent accepter aller à l'encontre de la volonté de ces puissances-là parce qu'ils se disent que à tout moment, leur pouvoir peut chavirer s'il ne marche pas dans les intérêts des puissances étrangères. S'ils ne marchent pas dans les intérêts des puissances étrangères, leur pouvoir pourrait chavirer, mais on a aujourd'hui un partenaire comme la Russie qui, ce n'est peut-être pas la première fois, qui le décide, le partenaire bien sûr, de tenir la main de certains pays qui sont face aux injustices ou encore à une agression, qu'elle soit économique ou encore militaire, sur leur pays et même culturel. Mais on a l'impression, docteur Ngudjou, que c'est peine perdue, car la Russie porte plus fort une cause que les pays africains devraient porter un peu plus haut. On voit peut-être des avancées comme la création de l'Alliance des États du Sahel, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Prenons le cas particulièrement de la République centrafricaine. On a vu un président, Faustin Archange Touadéra, avec de grands projets, une grande vision, mais pourtant la politique du président Touadéra, on peine à la comprendre. Travailler avec la Russie militairement, inviter les États-Unis militairement sur le territoire, continuer une certaine diplomatie équilibriste avec la France, on ne sait plus vraiment d'où donner de la tête.
Oui, votre question est extrêmement pertinente. En fait, il faut comprendre que la politique, c'est l'art du possible. Ça veut dire que parfois, en politique, c'est difficile de faire ce qui n'est pas possible à votre niveau. Et dans le cas d'espèce, le président Touadéra, comme vous dites, j'ai l'impression qu'il est en train de faire une forme de grand écart. Mais je crains beaucoup que ce grand écart puisse avoir des impacts plutôt négatifs. Parce que vous avez pu remarquer quand la compagnie Bancroft est arrivée, même en Centrafrique, que la population n'apprécie pas beaucoup la présence. On a pu remarquer des altercations avec, par exemple, les éléments russes. On a pu observer des altercations, par exemple. Ce qui était prévisible. Exact, ce qui était prévisible. Nous ne sommes qu'au début. Les altercations avec la police centrafricaine. Il aurait fallu même une intervention personnelle du président Touadéra pour qu'on puisse laisser les éléments américains. Bon, moi, je pense pour ma part que c'est un risque et dans certaines situations, je ne crois pas que c'est nécessaire de prendre ce risque. Vous savez, dans la vie, parfois, il faut prendre une position claire. Si vous essayez de faire un grand écart, un peut commencer à s'installer. Ça veut dire les gars qui vous ont soutenu quand vous étiez en difficulté, ils se rendent compte que quand vous pensez que tout semble aller mieux pour vous, vous commencez à regarder ailleurs. Et dès lors quand vous allez avoir des difficultés, ça va être très très difficile. Vous savez, depuis un certain nombre de temps déjà, les autorités centrafricaines aimeraient beaucoup que les Russes puissent construire une base en Centrafrique, une base militaire. C'est vrai que les discussions ont beaucoup évolué, de fait de vouloir construire une base de près de 10 000 hommes, mais toujours est-il qu'avec le comportement parfois des autorités, on réfléchit pas deux fois avant de pouvoir s'installer. Vous avez souligné la présence des Américains, notamment avec la société militaire privée Bancroft, mais à côté de cela, il y a aussi pratiquement ce regard vers la France. C'est vrai que chaque nation, nous sommes appelés à être dans un monde multipolaire. Chaque nation peut collaborer, chaque État peut collaborer avec toutes les nations du monde entier pour retirer ses intérêts, mais parfois il faut être extrêmement prudent. C'est pas parce que je prends l'exemple trivialement de la Bible. Je doute fort que beaucoup de personnes aujourd'hui sont mettées dans le jardin d'Éden et qu'elles venaient encore attendre le serpent, je ne sais pas quoi, le fruit. Beaucoup ne prendraient pas pour dire quoi. Que les gens qui ont déjà affiché leur caractère désastreux à votre égard, sans ça rien de vouloir essayer de forcer les choses avec eux. Comme on dit chez nous, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Si les Français, je me rappelle à l'époque quand le président Touadéra venait de prendre le pouvoir, il y a cela quelques années, le premier mandat, quand il a constitué son gouvernement, l'ambassadeur français à l'époque s'était offusqué, disant que le Premier ministre avait constitué le gouvernement sans le consulter, mais en qualité de quoi? Un simple diplomate a son mot à dire dans la condition d'un gouvernement de nation. Parce qu'en réalité, pendant les décennies, en réalité, c'était les autorités françaises qui choisissaient qui pouvaient être mises, qui ne pouvaient pas l'être en Centrafrique. Mais quand nous sommes dans un contexte comme celui-là, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces personnes? Surtout que nous sommes en présence des personnes avec qui l'on a travaillé depuis les années 60. Et depuis les années 60, il y a une tonne de coups d'État. Or, il y a des tonnes de coups d'État en Centrafrique pendant que les troupes françaises étaient en Centrafrique. Il y a eu des massacres, pour ne pas dire des petites formes de génocide en Centrafrique contre le peuple centrafricain, alors que la France était là. D'une manière ou d'une autre, on a comme l'impression qu'elle armait chacun des partis pour pouvoir tirer son épingle du jeu. On a pu remarquer que avant la présence de la Fédération de Russie en Centrafrique, qui permet aujourd'hui à l'État centrafricain de pouvoir contrôler quand même près de 80% de son territoire, les Français étaient là pendant des années, mais les Centrafricains, l'État centrafricain n'avait le pouvoir que sur Bangui, voire même sur certains quartiers de Bangui, parce qu'il y a des quartiers où il n'avait pas de pouvoir. Je veux dire, est-ce que ça vaut encore la peine aujourd'hui de se retourner vers ceux qui nous ont fait tomber hier? Moi, je pense que l'État centrafricain devrait être extrêmement prudent, car ce type de grand écart peut avoir des effets néfastes. Vous avez pu remarquer que lors du sommet, le président Poutine ne va pas recevoir le président Touadéra. Et vous savez, en diplomatie, parfois ce que l'on ne dit pas est plus important que ce que l'on dit. Ce que l'on dit, effectivement. Eh bien, docteur Dalvaris Ngudju, on se souvient des discours du président Faustin Archange Touadéra, que ce soit du côté de l'ONU ou encore des discours face à la nation, où il appelle vivement à la création d'un monde multipolaire, où il appelle à la multipolarisation pour, je cite, un monde plus juste où les pays africains pourront également tirer leur épingle du jeu. Dans l'attitude, est-ce qu'on a l'impression qu'il y a une grande distance entre cette volonté de la Russie de porter, comme je disais tout à l'heure, ce combat et cette attitude du président Faustin Archange Touadéra?
Peut-être qu'il y a un aspect qui est un peu sorti de ma tête tout à l'heure, c'est de noter que c'est la Russie est à côté des nations colonisées, mais en réalité la Russie a aussi besoin de ces nations. Parce que n'oublions pas que les États occidentaux ont la ferme volonté de vouloir démembrer la Fédération de Russie. Oui. Démembrer la Fédération de Russie, c'est-à-dire les mini-États qui constituent la Fédération de Russie, de coloniser ces différents États-là. C'est la raison pour laquelle vous avez des mouvements dans le Caucase du Nord, que ce soit en Ingouchie, soit le Caucase du Nord, parce que même les mouvements djihadistes terroristes qui ont été en Afghanistan, ces mouvements talibans, en réalité, si vous regardez, même ces gars de la Tchétchénie, en réalité, beaucoup étaient formés en Afghanistan par la CIA, dans la volonté de rentrer en Russie, créer un chaos. Ça permet de disloquer la Russie en de multitudes de petits États qui seront les futures colonies américaines. Donc, en d'autres termes, la Russie aussi a besoin d'autres nations petites, entre guillemets, de par le monde entier pour lutter contre ce colonialisme-là, puisqu'elle aussi peut en être victime. Oui. Ça, c'est d'un. Vous voyez, l'Ukraine n'est qu'un cas d'école. Vous savez, ça passe inaperçu. En réalité, le cœur de la grande intelligentsia, la nomenclature russe, c'était en Ukraine. Vous savez, Staline était ukrainien. Staline, il est né en Ukraine. En fait, pour dire que, en d'autres termes, l'Ukraine fait partie de la Russie historique. Mais aujourd'hui, on a transformé ça en une colonie. On est en train de l'utiliser contre la Russie. Exactement ce que les Américains veulent faire avec d'autres États. Maintenant, je vais seulement vous dire qu'en fait, la Russie aussi, quelque part, c'est pas comme si elle était en toute quiétude et qu'elle n'était pas visée, mais elle a aussi besoin de d'autres nations, de se mettre ensemble avec d'autres nations pour pouvoir lutter contre le colonialisme. Maintenant, à côté, le discours du président Touadéra portant sur la multipolarité, en réalité, c'est un discours qui est beaucoup plus russe, parce qu'en fait, vous savez, les Occidentaux ont toujours voulu garder le monde unipolaire, c'est-à-dire pratiquement tout. Les règles, ce sont les leurs. Tout ce qui est mondial, pratiquement, ce sont les leurs. Les cultures, ce sont les leurs. Vous avez vu, ils imposent même leurs valeurs à d'autres personnes. On ne refuse pas que d'autres personnes pensent comment gérer leur sexualité, mais vouloir imposer ça à des nations. Je crois que j'ai pu voir, c'est au Botswana, si je ne me trompe pas, où les crédits, par exemple, que le Botswana, en Ouganda, merci beaucoup, merci, qui devaient obtenir du FMI ont été annulés parce qu'ils ont pris des lois qu'ils estiment aller dans le sens des valeurs africaines. Je veux dire, comment peut-on mettre sur une même balance entre les crédits financiers du FMI et d'autres qualités? Sans oublier que désormais les visas sont complètement interdits pour les personnalités qui ont mis en application cette loi anti-homosexualité. Vous voyez, dans un contexte comme celui-ci, et quand on parle de l'Ouganda, vous savez, en Russie, pratiquement, on a pris des textes similaires. C'est vrai qu'en Russie, c'est pas interdit, mais quand même, organiser un mariage de ce type, c'est interdit. Et célébrer cela, c'est interdit. Mais surtout, on ne peut pas faire la promotion. C'est-à-dire, ça ne passe pas à la télévision devant les enfants, c'est pas quoi. Dans l'espace public, dans tous les cas. Je veux dire, quand on est dans un contexte comme celui-ci, moi, je pense que le discours de la multipolarité, c'est un discours qui est beaucoup plus proche, qui a été beaucoup plus soulevé par le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Et dans un contexte comme celui-ci, beaucoup de nations devraient s'aligner là. Mais maintenant, est-ce que dans le fond, d'autres chefs d'État, notamment le président Touadéra, est sincère? J'ose le croire, parce qu'il était parmi les premiers à... Je crois qu'il est parti à Dubaï, après Dubaï, il est parti à Moscou, après il reviendrait ici à 10. J'ose croire qu'il est sincère et qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Surtout que la Centrafrique, comme beaucoup de nations de par le monde entier, ont intérêt à cela. La plupart des nations ici dans le Moyen-Orient, en réalité, sont assujetties aux Américains. Vous savez, l'accord fondamental l'accord fondamental sur le pétrodollar des années 70 avec le président Reagan, c'était que dorénavant, les Saoudiens acceptent de ne vendre le pétrole qu'en dollars. En échange de cela, les Américains mettent leurs bases militaires sur le sol saoudien pour protéger la monarchie de Saoud. Ça veut dire qu'en réalité, l'Arabie saoudite, en ce moment-là, devient une colonie américaine. Et les Américains veillent toujours à ce que la monarchie continue jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de nations dans la sous-région, c'est pratiquement comme ça, que ce soit le Koweït, que ce soit Dubaï, que ce soit tout le reste, en réalité, obéissent plus ou moins à la puissance américaine. Mais maintenant, la plupart de ces nations ont été invitées à Moscou, et ces nations sont arrivées à Moscou.
Parce que le contexte géopolitique, géostratégique de par le monde entier a évolué dans la mesure où vous avez pu remarquer que le prince héritier de Saoud, MBS, a pris disposition à signer avec la République populaire de Chine des accords qui permettent à l'Arabie Saoudite de vendre son pétrole à la République populaire de Chine, pas en pétrodollars, mais plutôt en pétro-yuan. Ce qui fait que ça bouleverse pratiquement l'échiquier mondial. Or, dans un contexte comme celui-là, c'est extrêmement important que, puisque votre assurance vie était liée aux Occidentaux, notamment aux Américains, mais maintenant, puisque vous êtes en train de jouer les accords que vous avez fait avec eux en ayant signé avec les Chinois, c'est très important que vous puissiez assister à des sommets, voir dans quelle mesure vous pouvez graduellement sortir du joug des Américains, ou du moins acquérir ou augmenter une part de votre souveraineté, parce qu'à l'heure actuelle, l'Arabie Saoudite c'est une colonie américaine, même comme MBS est en train de prendre les dispositions pour sortir ce jour-là. Je vais dire, dans un contexte comme celui-ci, beaucoup de nations de par le monde entier, on a sur le continent africain, mais surtout hors du continent africain qui en ont aussi besoin. Qui en ont aussi besoin. Merci, docteur Dalvaris Ngoudjou. On en parle, mais et on sait que ce forum a pour objectif, évidemment, de mettre en évidence certaines résolutions, certaines propositions qui permettraient de sortir de ce néocolonialisme. Mais docteur Ngoudjou, quelles sont ces solutions? Quelles sont ces résolutions? Par exemple, s'il fallait que les pays africains se lèvent et proposent quelque chose à ce forum contre les pratiques néocolonialistes modernes, quelles seraient ces résolutions? La première chose, c'est que je ne suis pas dans le secret de dire on attend les résolutions finales du sommet, mais avant cela, on peut regarder. Moi, je pense qu'un exemple sur lequel on peut se baser, c'est le fonctionnement des BRICS, par exemple. Vous savez, dans les BRICS, par exemple, à la banque des BRICS, personne n'a le droit de veto. Et tous les membres des BRICS sont à pas égal dans le capital des BRICS. Il n'y a personne qui peut vraiment faire pression sur qui que ce soit, contrairement aux Américains, dont j'ai cité l'exemple au niveau du FMI plus haut. Et moi, je pense que la plupart des nations de par le monde entier devraient pouvoir échanger avec leur monnaie directement. Pourquoi? Parce que un des éléments de l'achissement des d'autres nations de par le monde entier, ça a toujours été la monnaie, notamment le dollar. Parce qu'en fait, si moi je vais acheter votre beau foulard pour ma mère, je suis contraint de prendre des dollars, c'est-à-dire je vais aux Américains acheter les dollars sur lesquels je les paye une commission, et vous, puisque vous êtes au Sénégal ou je ne sais pas quoi au Mali, je vais vous donner cet argent que j'ai pris chez les Américains, on leur paye une commission pour avoir votre foulard. Alors qu'en réalité, je pouvais vous appeler, je dis, je veux votre foulard, qu'est-ce qu'on fait? Je vous paye directement, sans passer par des intermédiaires, pire, par un intermédiaire qui ne connaît rien, ni de notre culture, ni de notre raison d'être, mais qui, au passage, prélève les commissions. Et si ce colon, notamment les Américains, prélevaient seulement les commissions, ça pouvait encore passer. C'est ce que le président de la Fédération de Russie, le colonel Vladimir Poutine, exprimait il y a de cela quelques jours, dans son fameux, dans son interview. C'est que les Américains, ils ont utilisé le dollar comme une arme. C'est ce qu'on nous fait avec le franc CFA, avec tous ces gars-là. C'est exactement ce qu'on nous fait. Ça veut dire qu'en vrai, quand vous pillez les gens, vous prenez son papier qu'il vaut quand même, vous donnez de la valeur à cela, mais à un moment, il commence à vous faire un chantage. Il dit que quand vous avez acheté, quand les gens ont acheté vos produits, quand vous avez gardé les billets, les faux billets qu'ils vous ont donnés dans leur banque, ils confisquent vos avoirs. C'est ce qu'on a fait à la Fédération de Russie. C'est-à-dire les dollars qui étaient dans les banques occidentales, on les confisque, ça c'est bien. Et de deux, on dit maintenant, vous ne pouvez pas faire des transactions dans le dollar, puisque toute nation qui fait une transaction avec la Fédération de Russie, si elle utilise le dollar, elle est sujette aux sanctions. Or, quand vous le faites, ça veut dire que vous intéressez les personnes d'utiliser le dollar. Si vous utilisez les intéressés, ces personnes vont choisir d'autres canaux, d'autres éléments pour sortir de ce jour-là. Pire, c'est que les gars utilisent ce qu'on appelle le SWIFT. Donc, la messagerie interbancaire internationale. C'est-à-dire qu'on va couper un certain nombre de banques russes, presque toutes du SWIFT. Alors qu'en réalité, ce n'est pas des outils politiques. Mais ce sont les outils néocoloniaux que l'on peut utiliser pour faire des pressions politiques. Mais même dans les Russes, ils ont travaillé avec les Chinois, ils ont créé le SFPS pour les Russes, la messagerie, je crois, avant qu'ils travaillent les Iraniens pour voir comment communiquer directement avec les Indiens, c'est déjà là, les Chinois, c'est déjà là. Je veux dire, quand on a un contexte comme celui-là, au fur et à mesure que l'on utilise un certain nombre d'éléments comme la monnaie, comme c'est pas quoi, cette messagerie et bien d'autres choses, pour faire pression sur les États,
les États essaient de trouver des solutions. Quand je dis pour proposition, moi je pense que si on pouvait dépolitiser ça de par le monde entier, c'est-à-dire que quelles que soient les difficultés qu'on a entre nations, on n'a pas besoin d'utiliser des outils comme la monnaie ou alors comme autre. Enfin, comme n'importe quelle infrastructure pour faire des pressions politiques avec. Parce que jusqu'à aujourd'hui, pratiquement dans le monde entier, c'est ce qui manque aux Africains. Pratiquement tout ce que nous avons besoin, ça vient d'une autre ailleurs. Je prends juste l'exemple des médicaments. Pourquoi nous n'avons pas une industrie pharmaceutique lourde? Parce que généralement les Occidentaux produisent des brevets pour les médicaments. Les Africains pouvaient en réalité faire une reproduction de ces médicaments pour se soigner. Mais les Occidentaux refusent parce qu'ils disent qu'il y a la protection, c'est pas quoi, le copyright, comme on dit en anglais, les droits d'auteur. Alors que ça veut dire que vous avez vos enfants à la maison qui sont en train de mourir par dizaines, c'est pas, ou par centaines dans votre quartier, il y a une possibilité de faire une reproduction de médicaments. Les gens disent que non, ce sont nos droits et vous ne pouvez pas produire ces médicaments sous peine que l'on vous poursuive je sais pas quoi, devant les tribunaux. Moi, je crois qu'on pouvait vraiment expliquer, on pouvait vraiment appliquer le droit de vivre, parce que ça ne doit pas seulement être dans la documentation, dans les écrits, on pouvait rentrer dans la phase pratique. Moi, je crois pas que au sortir de ce sommet, de ce forum à Moscou, si on peut on se base juste sur ce que les Occidentaux font, on annule. Et un des éléments fondamentaux, c'est la dette. Ce n'est pas compréhensible. Que la plupart, pas seulement, contrairement à ce que l'on se dit, pas seulement les nations africaines, je pense rien qu'un pays comme l'Argentine. Vous savez, l'Argentine est extrêmement endettée. Auprès de qui? Du FMI, de la Banque mondiale. Alors que c'est une dette que l'Argentine a remboursée à plusieurs reprises. Et tout le monde qui ne peut pas rembourser. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une dette que vous avez prise, mais qui a pour des intérêts sur les décennies. Vous avez remboursé et le capital et les intérêts, et le capital et les intérêts. Des tonnes de fois, mais ces gens utilisent ça pour continuer de vous faire la pression. Donc moi, je crois pas que si on peut aborder ces différents aspects à Moscou et ajouter ça aux résolutions, ce sera le début de quelque chose de formidable. Si jamais à Moscou, il était proposé aux pays africains particulièrement, puisque notre thématique parle beaucoup plus des pays africains, de se séparer des monnaies néocoloniales, si on peut les appeler ainsi, de se séparer, de se détacher, de se débarrasser des bases militaires étrangères sur leur territoire. Pensez-vous aujourd'hui que les pays africains sont prêts à acter ce type de décision? Car on a vu des présidents ou encore des représentants d'États africains à ce forum se lever et dire nous sommes sous embargo économique, nous souffrons, notre économie est étouffée et tout ce qui va avec. Parfois on voit même des opposants dans ces différents pays se lever, aller au créneau, monter au créneau et dire que les pays occidentaux nous ont longtemps étouffés, opprimés et tout, mais au niveau des décisions fortes, on ne voit pas grand-chose. Alors, puisque ce sommet vise à ressortir avec des résolutions, pensez-vous qu'il y aurait des chefs d'État, des représentants de chefs d'État capables de prendre ce type de décision? Oui, il y en a. Mais pas tous. D'accord. Il y en a beaucoup, nous en connaissons, qui n'ont même pas attendu. Quand on a vu la fermeté résolutive des autorités au Niger, quand on a vu cette même fermeté au Mali, quand on a vu la même fermeté au Burkina de demander que les troupes françaises doivent partir, malgré les pressions, malgré les menaces, malgré les sanctions, malgré les embargos, les soldats sont partis. Il y a des nations qui ont une certaine volonté, mais malheureusement, il y en a toujours, vous savez, non loin, suivez mon regard, non loin du Mali, il y a des nations qui ne doivent le suivre que par la présence des troupes françaises. Je parle de la Côte d'Ivoire, parce que le président, à l'époque, quand il arrive au pouvoir, ça avait le soutien. Littéralement, c'est le GIGN. Ce sont des forces spéciales de gendarmerie françaises qui partent enlever le président Barbeau du palais présidentiel et installe un autre président, le président Ouattara. Vous voyez, difficilement vous demandez au président Ouattara de demander le départ des troupes françaises et qu'il accepte. Ça ne peut pas être facile. Aujourd'hui, vous êtes en train de voir, c'est vrai que ce matin, je crois que c'est hier soir déjà, le Conseil constitutionnel au Sénégal a voté que le renvoi des élections présidentielles est contre la Constitution, mais vous verrez difficilement. Et il faut bien remarquer quelque chose qui s'est passé avant-hier à Dakar, c'est que pendant le défilé, pendant les manifestations, on a aperçu un drapeau russe. Dès qu'on a aperçu le drapeau russe,
les Américains ont demandé qu'il faut que Macky Sall parte. C'est pourquoi, en réalité, c'est un des facteurs qui incite la Cour constitutionnelle à dire qu'en réalité, je sais pas, ce report a été anticonstitutionnel. Parce qu'en réalité, le fait de voir le drapeau russe montre qu'une bonne partie de la population estime que le colon, le petit colon, c'est-à-dire la France, puis le grand colon, sont avec le pouvoir et que la population risquerait de chercher un soutien ailleurs qui peut être éventuellement un soutien russe. Et pour ne pas laisser, je peux dire, prospérer cette idée, on a pris les dispositions pour que Macky Sall puisse partir. Est-ce que vous voyez dans un contexte comme celui-ci, même dans le contexte d'hier, est-ce que vous voyez que si on demande à Macky Sall de faire partie des troupes françaises, est-ce qu'il peut accepter facilement? Vous n'avez pas la lecture selon laquelle, justement, aujourd'hui, c'est du fait de cette proximité avec Moscou, la proximité du pouvoir, que le président Macky Sall serait sous une forme de cabale? À quel niveau? Puisqu'il termine son mandat. Il a terminé le mandat. En réalité, il devait organiser les élections. Il a fait ses 2 mois. Peut-être pas Macky Sall, mais le Sénégal tout court. Non, c'est pas comme ça. C'est pas la nation. Eux, c'est pas comme ça. Les gars gagnent les éléments ou les individus qui peuvent défendre les intérêts. C'est pas une question du Sénégal. Ça veut dire que vous pensez que si Sonko vient au pouvoir, si Sonko vient au pouvoir et que Sonko défend les intérêts des Français, on le met au pouvoir. On le sait. C'est pas une question de. C'est pas un vœu pieux. C'est dans les actes concret. C'est dans les actes concrets. Et vous savez, ces gars sont très forts pour jouer ce jeu-là. Je prends une anecdote pour vous montrer. Ici, là, quand on a fait... quand les Américains sont entrés en Irak, quand ils ont fait partie Saddam, quand ils ont arrêté Saddam, vous savez, le monsieur qui a pris le pouvoir, j'oublie son nom, il est même mort, ça fait 2 ou 3 ans. Le monsieur qui a pris le pouvoir, qui était pressenti pour prendre le pouvoir, c'était un chiite, parce que le pouvoir qui était là, c'était une minorité sunnite. Saddam était sunnite. Mais la grande population des Irakiens sont des chiites, donc qui obéissent à l'ayatollah Ali Khamenei en Iran. Et le monsieur qui prend le pouvoir, en réalité, les Américains l'adoubaient, en réalité c'était un agent iranien. C'est à la dernière minute qu'on se rend compte qu'en fait c'est un agent iranien depuis des années. Et ça on se comprend. Juste pour dire que ça ne gêne à personne que Macky Sall soit au pouvoir, même si officiellement c'est un agent, je ne sais pas quoi, où il travaille pour Moscou, mais s'il défend les intérêts français, on va le laisser. Je veux dire qu'il faut rentrer dans les actes concrets. Il que, ok, il y a eu tel. La preuve en est, quand Macky Sall a bossé là, il faisait venir qui? C'était Karim Wade, non? Karim Wade, c'est qui? Il est même français. C'est une des raisons pour lesquelles on rejette sa candidature, parce que le maire français, il était français et il s'est départi de la nationalité française un peu tard. Or, un de ses pions pour lutter contre Sonko, c'était qui? C'est Karim Wade. Je veux dire, dans un contexte comme celui-ci, je ne peux pas dire que c'est sa proximité, puisqu'on l'a laissé vraiment. C'était vraiment la proximité, je dis fois qu'on aurait laissé terminer son mandat. Il termine son mandat. Juste qu'il voulait en commenter un an dessus. On dit que papa, non. Quand même, tu as terminé, tu peux rentrer te reposer, c'est tout. En tout cas, et là, quand vous parlez de ça, vous éludez complètement ce qui s'est passé en 2023, justement. En tout cas, ce n'est pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, revenons dessus, il n'y a pas de problème. C'est le débat. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, ce n'est pas le sujet, mais Macky Sall, même dans le contexte actuel, il est parmi les éléments qui... Est-ce qu'il ne fait pas peur finalement aux on ne fait pas peur, à la France justement à cause de certaines décisions? En toute vérité, moi je dis toujours, les chefs d'État qui, quand ils sont déjà de l'extérieur, au bout de la porte de sortie, se rappellent qu'ils peuvent donner l'impression d'être proche à Moscou pour voir son pouvoir. Ça ne sert pas grand chose. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand Macky Sall arrive, est-ce que vous savez que tous les coups d'État qui étaient plus durs avec tout le monde, j'ai dit que tous ces coups d'État, que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, que ce soit au Niger, Mali, c'est la Côte d'Ivoire, c'est les 2 nations qui étaient prêtes à envoyer des troupes. Les 2 nations. Mais le Sénégal s'est retiré. Quand? Pourquoi? Le Sénégal se retire parce que le patronat sénégalais oblige Macky Sall, c'est-à-dire les patrons des patrons disent que Macky, nous sommes en train de mourir parce qu'une bonne partie des importations du Mali passe par le port de Dakar et les trucs que tu es en train de faire, ça nous arrange pas, on paie des centaines de milliards par semaine et ça nous arrange pas. C'est pas qu'il était trop gentil pour se rebiffer. La preuve en est, le Bénin s'est rebiffé là. Le Bénin a ouvert son port aux produits pour aller en Congo et les gens disent qu'on n'en peut plus. Nous, on commence à travailler déjà avec le port de Conakry. Quand Talon ouvre le port, ce n'est pas parce qu'il aime tellement les Nigériens ou qu'il aime tellement les Burkinabés. C'est parce qu'en réalité, le port de Cotonou est sec, il n'y a plus d'activité. C'est parce que les poches sont vides. C'est parce que les poches sont vides qu'il le fait.
etc., etc. Oh, regardez un gars comme Gnassingbé, Faure Gnassingbé, Marie qui est à la CEDEAO, Marie qui est pour les Français, il a quand même continué de collaborer avec eux, ce qui fait que beaucoup de produits passent actuellement par le port de Lomé. Le port de Lomé est devenu plus dynamique. C'est une question de pragmatisme. Et c'est le pragmatisme que j'aime beaucoup, pragmatisme à la Vladimir Poutine. Donc moi je dis mon cas que Macky Sall arrivé à la fin de son mandat, vraiment, s'il veut s'accrocher sur la Russie pour rester, c'est pas un problème. Mais qui s'accroche d'une autre manière. Merci, Dr Ngoudiou. Eh bien, on va, avec les quelques minutes qui nous restent, parler de ce dynamisme du côté du Sahel, avec l'Alliance des États du Sahel, après la signature de cette charte du Liptako Gourma. Des petits pas ne cessent d'être posés. On peut parler dès à présent même de grands pas. Les chefs d'État qui ont signé cette alliance du Sahel ont permis à leurs ministres de se réunir le jeudi dernier. Ceux-ci ont parlé de la faisabilité d'une confédération ensemble. Mais il y a une toute petite chose qui attire mon attention, Dr Ngoudiou, c'est où est passée la Guinée-Conakry? Bonne question. Oui. En fait, la question que vous posez permet de répondre aux précédents aspects. Mais c'est pas parce qu'on donne l'impression. Oui. Mais Doumbouya, au début et tout le reste. Là. On pensait à une confédération Guinée-Conakry, Burkina Faso, Mali. Il a pris l'expression, il a dit, même les sanctions là, vraiment je ne suis pas. Mais depuis là, ils sont où? Et il dit, vous dites quoi, ça ne sert à rien. Vous avez. Est-ce que cette absence est liée aussi à la transition, enfin, à la mise en place de la transition de la Guinée? Regardez, madame Bigoudé. Oui. Une fille peut porter votre foulard, votre t-shirt, des rouges et tout. Elle ne va jamais être. Même si elle se fait appeler Bigoudé, elle est la fausse Bigoudé. Donc pour dire que la pauvre mère, il est là tranquille. Il gère ses trucs avec le colon. Puis lui, il est agent français depuis non. C'est un gars qui a des jeux étrangers. C'est un gars qui a fait l'Afghanistan. Et ça, c'est facile. C'est un gars qui a une épouse française. Et ça, c'est facile. Donc moi, je pense pour ma part que lui, il a pris son chemin. Même si officiellement, il dit je suis avec vous. Mais là, les faits, vous savez que ce gars n'est pas avec. Et là, mais c'est lui qui était à l'hémicycle du côté à la tribune de l'ONU, pardon, où il déclarait: nous ne sommes pas pro-russes, nous ne sommes pas pro-américains, nous ne sommes pas pro-français, nous sommes pro-africains. C'est bien beau. Oui. Mais les paroles s'envolent et les actes restent. D'accord. Et donc ceux qui sont dans les actes aujourd'hui sont le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui ensemble ont décidé de signer cette alliance. Alors quelle est la faisabilité d'une mise en place de la confédération et quel impact cela aura sur la sous-région? Premièrement, je tiens à féliciter ces chefs d'État qui en réalité en très peu de temps sont vraiment rentrés dans l'histoire. Oui. Moi je pense, en gros, moi j'étais en Chine quand on écoutait le discours de Traoré. Vraiment c'était un discours assez parlant. Oui. C'était assez profond. Et ces gars vraiment, ils ont une manière d'organiser le timing de manière extraordinaire. Vous savez, la dernière résolution, le dernier communiqué, quand ils faisaient, le communiqué était signé avec les heures des différents pays. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est à Ouaga, à Niamey ou à Bamako. Pratiquement là, Bamako, Ouaga, Niamey, simultanément. Je veux dire, et comme nous avons pu écouter dans leur discours, ou alors dans le communiqué, ils prennent leurs responsabilités devant l'histoire. Oui. Devant l'histoire et devant le peuple, allant dans le sens des aspirations de le peuple, ils font une confédération. Parce qu'en réalité, il faut bien le dire, quand dans le communiqué ils font allusion, ils font un rappel historique. La CEDEAO, c'est une communauté économique qui devait s'occuper des affaires économiques. Mais ils se sont rendus compte que la CEDEAO ne fout rien en ce qui concerne l'économie, mais passe le temps à faire exactement de l'ingérence, alors que ce n'était pas dans les résolutions ou dans les fondamentaux créateurs de la CEDEAO. Maintenant, c'est très important, vous savez, premièrement, les gars, le colon a diffusé le continent sans tenir compte des réalités des populations. Donc c'est très important qu'on puisse se mettre ensemble parce que vous savez, l'ensemble de ces nations ont même des frontières en commun. Et c'est très important, vous savez, la plupart de ces nations, les trois sont des nations de l'interland, mais quand même ont ce qu'on appelle en économie les avantages comparatifs. Par exemple, vous pouvez vous rendre compte qu'au Niger, il y a beaucoup de bétail. Au Mali, il y a beaucoup de bétail. Au Burkina, il y a beaucoup de coton.
etc., etc. On peut faire les avantages comparatifs. Ça veut dire que ce que je produis là, est-ce que c'est par exemple la centrale nucléaire que Poutine a promis, ça va être fait au Burkina Faso, mais l'énergie pourrait être distribuée dans les deux nations. Oui. Je veux dire, c'est très important que les forces puissent se mettre, que le peu de forces que les nations ont, qu'elles puissent mettre cela ensemble. Et vous savez, la confédération n'est qu'une étape précédente à la fédération. Et je suis convaincu qu'en se mettant ensemble, ils peuvent facilement faire face à les difficultés. Or, les difficultés fondamentales auxquelles font face les nations, ce sont les difficultés liées à la sécurité, notamment à la lutte contre le djihadisme. Nous avons vu que ces nations, premièrement, quand on a fait le bilan de la collaboration de ces 3 différentes nations avec le colon français dans la lutte contre le djihadisme, le bilan est quasi nul. Alors que ces nations prises individuellement, que ce soit le Mali, le Niger ou le Burkina, ont quand même pu faire face au djihadisme. Vous savez, les attaques ne sont plus aussi récurrentes qu'elles étaient il y a quelques mois, quand on comptait entièrement sur la France. Et maintenant, si ces différentes nations se mettent ensemble, je suis convaincu que le résultat va être extrêmement considérable, car la sécurité est le fondamental. La sécurité est le fondamental. Et vous avez pu remarquer, je crois qu'il y a quand même un rôle important que le Mali a joué. On a déchargé beaucoup de matériel militaire à Ouaga. On a déchargé beaucoup de matériel militaire russe, notamment à Niamey. Et si on a ce matériel militaire, ça peut permettre de faire face à 2 volets. Il y a le matériel militaire, mais il y a aussi les hommes. Je crois qu'il y en a 100 qui sont déjà là, 100 vont venir. Il y a des hommes. Parce que moi je pense pour une résolution, pour pouvoir solidifier ces résolutions dans l'Europe, c'est important. À plusieurs reprises, vous avez pu remarquer qu'au Burkina, il y a des tentatives de coup d'État. C'est important qu'on puisse avoir un soutien, notamment russe ou autre, pour consolider le pouvoir en place, mais au-delà d'une consolidation du pouvoir en place, de voir dans quelle mesure sécuriser la population. Si on ne sécurise pas la population, c'est très difficile de développer le pays. Je prends rien que l'exemple du Niger. Vous avez vu, à peine quelques jours après le coup d'État, le Nigeria, qui soit dit obéit aux colons, a pris disposition pour couper le Niger de la production d'électricité, parce que le Niger importait et payait en cash. Le Niger était contraint de chercher une solution avec les photovoltaïques, les panneaux solaires, qui aujourd'hui fait ce qu'il peut, mais quand même le rendement n'est pas encore à même de pouvoir satisfaire aux besoins du Niger. Or, vous savez, ce sont les nations du Sahel. Et la zone sahélienne est extrêmement au-dessus de l'équateur. C'est-à-dire c'est une zone qui reçoit, c'est pas très loin du désert, qui reçoit beaucoup de soleil par an. Or, si vous avez des panneaux solaires dans le désert en grande quantité, pour quand même avoir l'énergie qui peut vous permettre de développer une industrie, de satisfaire les besoins de votre population. Et c'est plus facile pour vous de pouvoir vous en sortir ensemble. Un exemple, tout récemment, je crois, cette semaine même, nous avons écouté le colonel Goïta, car il y avait une difficulté à pouvoir organiser des élections au Mali, du fait que le fichier était confisqué par une entreprise française, parce que c'était eux qui tenaient tout. Mais les ingénieurs maliens se sont mis ensemble. Je crois en quelques mois, ils ont pu craquer et avoir l'ensemble des fichiers électoraux maliens. Donc actuellement, on peut organiser les élections au Mali sans se retourner vers une entreprise privée française, car cette entreprise privée demandait 5 milliards. Or, si les Maliens ont une expérience dans seulement ce domaine, c'est une expérience qu'ils peuvent partager avec les Nigériens, avec des Burkinabés, etc., etc. Rien que cet aspect-là, c'est quelque chose qui est déjà, c'est un résultat qui est déjà probant. Et on peut appliquer cela dans beaucoup de domaines. Vous voyez, le général Tiani, tout récemment, il avait abordé l'aspect de la monnaie. Donc, clairement dit, ils ont la volonté de pouvoir créer une union monétaire, aussi créer une union monétaire, que ce soit le Niger, le Burkina ou le Mali, toutes ces nations ont de l'or. S'ils ont une union monétaire, pris individuellement, c'est plus fragile. Mais si les 3 nations se mettent ensemble, il y a des chances que ça marche. Et pour cela, quand même, ils ont des raisons. Car il n'est pas acceptable qu'une nation comme le Niger, qui fait face au djihadisme, qui fait face à la sécheresse, au désert, à tous les problèmes, que le peu de revenus de l'État et l'État entrepose cela dans les caisses de la BCAO, que la BCAO confisque. Ce qui fait que le Niger ne peut pas payer ses fonctionnaires, ne peut pas payer les fournisseurs, ne peut pas acheter les médicaments à l'étranger, alors que l'État du Niger a son argent légalement gagné dans les caisses de la BCAO.
sont contraints de passer par autre méthode. Or, comme je l'ai dit un peu plus haut, ces méthodes peuvent réussir si les différentes nations se mettent ensemble. Si les différentes nations se mettent ensemble, toutes ces méthodes pourront réussir. Merci, docteur Delvaris Ngoudjou. On va peut-être sortir par là. Je continue toujours de me dire que certains pays qui ne sont pas de la région sahélienne, qui ne sont même pas de l'Afrique de l'Ouest, pourront rallier cette alliance des États du Sahel. Mais lorsqu'on regarde les politiques actuelles, vers lesquelles est-ce que votre regard pourrait se tourner? Beaucoup de pays ont vu le Tchad. Le Tchad a vu les résolutions comprises le général. D'ailleurs, il était à Moscou, il a été reçu par le colonel Poutine. Et au Tchad, ça bouge vraiment là, ça bouge vraiment. Vous savez, je parlais avec un ami tchadien hier, il me disait, ils ont, je crois, 2 mois derrière de salaire. Ça fait problème pour les fonctionnaires. Parce qu'en réalité, quelque part, le colon est en train de visser. De l'autre côté, il me disait qu'on a procédé à une augmentation du coût du pétrole au Tchad, ce qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Et j'ai pas besoin de revenir, vous savez, le film qui a participé à ce que l'on nomme Succès Masra Premier ministre, ça ne plaît pas beaucoup au président actuel parce qu'en réalité, Succès Masra a été imposé. Pratiquement pour quelqu'un qui s'opposait totalement hier et qui a un droit de regard cette mais il a été imposé. Le président actuel n'apprécie pas cela. Il est parti à Moscou. Il le fait savoir. Je lui dis que, et vous savez, je me rappelle le discours, je ne sais pas c'est quel ministre burkinabé qui a appelé le peuple tchadien. Oui. Et je crois qu'il y a une possibilité. Et n'oublions pas que nous tous, nous sommes dans la zone sahélienne. Le Cameroun fait partie de la zone sahélienne. C'est qu'on fait partie de la Seine-Sac parce qu'une bonne partie du nord du Cameroun jusqu'à l'extrême nord fait partie de la zone sahélienne. Donc moi je vois le Tchad et peut-être éventuellement d'autres nations aussi. Vous ne voulez pas citer les nations. Il y en a beaucoup. Parce que même au Sénégal, vous savez en réalité le Sénégal. C'est vrai qu'on voit beaucoup le Sénégal. Oui, vraiment, oui. Parce qu'en réalité aujourd'hui, Dakar, les gars regardent de ce côté, ils voient ce que ces gars font de ce côté-là. Et vous savez, le Sénégal n'a pas une armée jusqu'à présent. Vous savez, le Sénégal était maintenu un peu comme la Côte d'Ivoire du Fouet. Ça veut dire que le colon, vous avez une armée républicaine de la garde pour protéger le président, mais pas une vraie armée pour les conflits. Et beaucoup de généraux sénégalais vraiment ne partagent plus des politiques du colon aujourd'hui. Merci, docteur Ngoudjou. Vous ne voyez pas le Cameroun? Ah, très peu, maman, les gars. Tranquille, il va manger, il reste tranquille. D'accord, merci infiniment. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous. Malheureusement, l'émission est parvenue à son terme. Nous allons simplement nous dire à très bientôt. À très bientôt. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés, écoutés à travers nos plateformes internet, via évidemment leurs petits écrans, à travers les canaux que vous connaissez déjà. Sans oublier ceux qui nous ont écoutés à travers la 96.3 FM, For You Radio, la radio panafricaine. À très bientôt à tous. L'information et les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Au revoir, Niamey.